travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, tous aux abris, d'où sort cet étrange caillou spatial? Il y a quelque chose de bizarre avec cet objet. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Un promeneur vient de faire une terrible découverte sur la plage. Je crois qu'on est tous en train de se demander ce que ça peut bien être. En Inde, on aime les plats relevés. Qu'est-ce qu'il a versé dessus? On dirait une mini-bombe nucléaire. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes en Écosse. Janvier 2022. Un astronome amateur filme ce qu'il pense être une étoile filante fendant l'obscurité. C'est toujours incroyable d'observer une étoile filante ou un météore. Voir un objet venu de l'espace traverser le ciel, ça fait réfléchir. Quand soudain, Un objet brillant se détache du météore. Il semble se déplacer de lui-même dans la direction opposée, comme s'il était propulsé. le mystérieux objet continue à s'éloigner jusqu'à sortir du champ de la caméra. Les météores sont monnaie courante. On est sans cesse bombardé de matériaux venus de l'espace. Voir un météore, ça n'a rien d'inhabituel. Mais voir un météore avec un objet qui s'en détache pour partir dans la direction opposée, ça c'est rare. Il y a quelque chose de bizarre avec cet objet. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? L'ancien analyste d'images de la police de New York, Connor McCourt, étudie la vidéo. Il écarte la théorie d'un météore qui se serait brisé en entrant dans l'atmosphère terrestre. L'objet secondaire n'a pas les qualités qu'on est en droit d'attendre d'un météore. Il ne laisse aucune traînée et sa trajectoire est différente. Il se déplace aussi à une vitesse différente. Il s'agit peut-être d'un vaisseau qui a été expulsé ou bien lancé dans une direction opposée. La journaliste scientifique Sarah Crudas pense que le lieu où a été tournée la vidéo peut être un indice. L'Écosse est connue pour ses nombreuses observations d'ovnis. Il pourrait s'agir d'un des nombreux phénomènes inexpliqués aperçus en Écosse. On a recensé tellement d'observations dans cette zone qu'on l'a surnommé le triangle de Falkirk, ou encore le Roswell écossais. Ces montagnes accidentées ont été le théâtre d'une des rencontres et des dissimulations les plus incroyables du XXe siècle. En 1990, deux randonneurs du Perthshire ont pris des photos d'un vaisseau avant qu'il ne s'envole. Il était argenté, en forme de diamant et mesurait 30 mètres de long. Ils ont aussi affirmé que des avions militaires volaient à basse altitude autour du vaisseau. Les randonneurs ont pris 6 photos. N'oubliez pas qu'on est dans les années 90. Les smartphones n'existaient pas à l'époque. Si c'est bien un ovni, alors il s'agit d'un élément de preuve solide qui a été dissimulé par le gouvernement. Les randonneurs envoient leurs photos à un journal qui les soumet à son tour au ministère de la Défense. La réponse du gouvernement ne se fait pas attendre. Des agents britanniques confisquent toutes les photos ainsi que les négatifs pour des raisons de secret défense et les classifient pour une durée de 30 ans. Les photos confisquées ont été placées dans un dossier scellé. Et en 2020, le gouvernement a annoncé qu'il ne divulguerait pas le contenu de ce dossier avant encore 50 ans. Il y a quelque chose dans ce dossier que le gouvernement ne veut pas que nous sachions. Est-ce en lien avec cette vidéo? Il pourrait s'agir d'un météore naturel utilisé comme couverture par un envahisseur extraterrestre entrant dans notre atmosphère. Mais la journaliste Amy Shira Teitel se demande s'il ne s'agirait pas plutôt d'un projet d'exploitation minière secret à haut risque.
La NASA travaille sur les astéroïdes dans le cadre de son programme d'exploration spatiale sans équipage. Le but est d'atterrir sur des astéroïdes afin de les exploiter. Pourrait-il s'agir d'un véhicule décollant d'un astéroïde pour revenir sur la Terre? On sait que l'eau gelée, qui est composée d'hydrogène et d'oxygène, est présente partout dans notre système solaire. Comprendre comment nous pourrions utiliser ces ressources sur des astéroïdes est donc très important pour l'exploration spatiale. Le carburant dans les fusées est composé en grande partie d'hydrogène et d'oxygène. Si on parvenait à extraire ces ressources d'un astéroïde, on pourrait utiliser les astéroïdes comme des stations-service intergalactiques. Il suffirait de se rendre là-bas pour faire le plein. On n'aurait plus besoin d'emporter de grandes quantités de carburant. On pourrait voyager plus loin. Mais le carburant n'est pas la seule chose qu'on pourrait exploiter. La prochaine ruée vers l'or pourrait bien concerner la ceinture d'astéroïdes du système solaire. On estime que ces morceaux de roches spatiales contiennent des métaux précieux d'une valeur de plus de 700 trillions de dollars. La valeur d'un seul astéroïde, 1986 DA, a été estimée à 11 000 milliards de dollars, soit près d'un dixième de l'économie mondiale. Cet astéroïde contient plus de nickel, de fer et de cobalt que l'ensemble des réserves de métaux de la planète et pour plus d'1 billion de dollars de platine. Une véritable manne pour le pays qui s'en emparera le premier. Mais il y a un hic. La surabondance de métaux précieux ferait chuter les prix. En 2022, la NASA a lancé la mission DAR, qui a coûté 300 millions de dollars. Une sonde a percuté la petite lune Dimorphos à 6 km par seconde afin de ralentir son orbite. Cette méthode s'appelle l'impact cinétique. Mais la mission DAR ne s'intéresse pas à l'argent ou à l'exploitation minière. Elle vise la survie de notre espèce. C'est une mission kamikaze extrêmement coûteuse. Même si c'est amusant de lancer une sonde à 6 km/s contre un rocher, la NASA poursuit un véritable but. Elle veut se servir de cette mission pour apprendre à dévier un astéroïde de la Terre. Un astéroïde métallique comme 1986 DA, d'un diamètre de plus de 3 km, pourrait détruire toute forme de vie sur Terre. C'est pourtant 3 fois plus petit que la météorite qui a provoqué l'extinction Crétacé-Paléogène il y a 65 millions d'années. Les dinosaures ont disparu suite à la collision d'un astéroïde avec la Terre. Mais en testant la technologie visant à dévier la trajectoire d'un objet dans l'espace, on pourrait un jour protéger tous les habitants de la planète si un astéroïde venait à foncer droit sur nous. Mais l'écrivain Patrick Tomlinson ne pense pas qu'il s'agisse d'une collision d'astéroïdes digne d'un film catastrophe. Ce genre d'interception se prépare des semaines, voire des mois à l'avance dans les confins de l'espace. Quand l'astéroïde est entré dans l'atmosphère, c'est trop tard. En Écosse, un astronome filme ce qui ressemble à un météore fendant le ciel des Highlands, quand soudain, quelque chose d'étrange se produit. Ça n'a pas de sens. On voit quelque chose partir dans une autre direction, comme si c'était autopropulsé. Ça soulève des questions. L'analyste d'images Connor McCourt étudie une carte de la région. Il découvre 4 escadrons de la Royal Air Force britannique basés en Écosse. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un exercice militaire qui aurait mal tourné. Quand 2 appareils militaires tentent une manœuvre de ravitaillement au vol, à haute altitude et à très grande vitesse, il arrive que les choses tournent mal. Les États-Unis utilisent aussi la région reculée des Highlands écossais pour tester leurs avions et leurs pilotes. L'une des opérations aériennes les plus difficiles consiste à transférer du carburant d'un appareil à un autre. Un avion à réaction peut transporter une quantité de carburant limitée. Mais pour couvrir de grandes distances, il a besoin de carburant. Il donne donc rendez-vous à un avion-citerne dans les airs et se connecte via un tuyau pour siphonner le carburant en plein vol. C'est une manœuvre très délicate qui peut vite virer à la catastrophe. Pour Connor McCourt, c'est bien ce qui s'est passé dans le ciel écossais ce jour-là. On observe la scène depuis très loin. On ne voit donc pas les détails de ce qui se passe. Mais il est possible qu'il s'agisse de 2 avions volant à l'unisson, mais qu'on ne les voit pas à l'image. Si l'un des avions déviait durant l'exercice de ravitaillement, il laisserait une traînée de carburant dans son sillage. Ça pourrait tout à fait donner ça.
La Royal Air Force n'a pas révélé si des vols d'entraînement ou des exercices de ravitaillement avaient eu lieu le jour où ces images ont été tournées. Les Highlands, peu densément peuplés, sont utilisés par les armées occidentales pour des manœuvres secrètes. Ce qui s'y passe est confidentiel. Est-il possible qu'on soit en train d'assister à un ravitaillement qui aurait mal tourné? Malheureusement, la vidéo ne nous permet pas de savoir de quoi il s'agit. Encore une observation étrange au-dessus de l'Écosse. Cet automne, C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que tu aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est ben du trop pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D, tout découvrir. Tout de suite. Sur la Palma, une île des Canaries. Octobre 2021. Un homme se promène en montagne, au milieu de sommets avoisinant les 2500 mètres d'altitude, quand il aperçoit quelque chose roulant vers lui. Il décide de filmer la scène. On dirait une boule de neige. Qu'est-ce qui se passe? Elle fonce à toute allure. Regardez ça. Elle prend de la vitesse. On se croirait dans le dessin animé Bip Bip et Coyote. Soudain, des flammes jaillissent de cette étrange boule incandescente. Y a-t-il eu une avalanche en montagne? On dirait qu'il y a une couche de neige, même si la couleur ne colle pas tout à fait. Il arrive que des masses de neige dévalent une colline, mais elles ne sont généralement pas en flammes. Une boule de neige géante entre spontanément en combustion. Ça défie les lois de la physique. On dirait une grosse boule de neige ou bien un gros bloc de glace. Mais la glace, ça ne brûle pas, si? Le géologue Georges Kourounis confirme qu'il arrive que la neige et la glace prennent feu. Ça peut sembler fou, mais le feu et la glace peuvent aller de pair. Dans certaines régions du monde, notamment au Canada ou en Russie, on trouve des lacs avec de la végétation en putréfaction au fond. Pendant l'hiver, les bulles de méthane produites par cette végétation en décomposition peuvent se retrouver piégées sous la couche de glace à la surface du lac. En été, ces bulles de méthane hautement inflammables remontent à la surface et sont absorbées dans l'atmosphère. Mais prisonnières des glaces, elles se transforment en mines terrestres, prêtes à exploser à la moindre étincelle. Ces poches de méthane emprisonnées finissent par rejaillir, projetant des flammes de 2 à 3 mètres dans les airs. Comme un geyser de feu jaillissant de la glace. Quand les conditions sont réunies, le méthane pourrait donner naissance à une boule de neige enflammée telle qu'on la voit à l'image. Un phénomène appelé la glace de feu. Les hydrates de méthane sont un composé solide blanc semblable à de la glace composée de méthane et d'eau. Il ressemble à de la glace, mais en fondant, il libère le gaz naturel qu'ils contiennent. Si vous approchez un briquet, le gaz s'enflamme. Mais Jade Lovell n'est pas tout à fait convaincue. On ne trouve des hydrates de méthane que dans les profondeurs des océans, ou bien dans des lieux très froids. Cette vidéo a été tournée dans les îles Canaries, au large des côtes africaines. On n'est pas au fond de l'océan et il fait relativement chaud. Donc il y a forcément une autre explication. Dans les îles Canaries, un promeneur a filmé une sorte de boule de neige enflammée. Mais en examinant une carte des environs, l'ingénieur Nick Householder découvre un indice qui met à mal la théorie de la boule de neige. Les îles Canaries ont été formées par des éruptions volcaniques il y a plusieurs millions d'années. Elles possèdent une géographie vraiment très particulière. Les 33 volcans qui parsèment l'archipel ont façonné un paysage désolé et lunaire. Nick Householder a découvert qu'il neigeait parfois sur les sommets, notamment sur le point le plus élevé de Tenerife, culminant à 3500 mètres. Mais c'est très rare en octobre, au moment où la vidéo a été tournée. En revanche, cette date coïncide avec une éruption dévastatrice de l'un des volcans actifs de La Palma. Le Cumbre Vieja
est entré en éruption en septembre 2021. Son éruption a duré plusieurs mois. La substance blanche qui recouvre tout dans cette vidéo, ce n'est pas de la neige, c'est de la cendre. Cette éruption a semé le chaos sur l'île de La Palma. 6000 personnes ont dû être évacuées pour échapper au torrent de lave qui se déversait dans la ville. La roche en fusion a tout détruit sur son passage. Elle s'est frayé un chemin à travers les rues et les habitations avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Une fois la lave refroidie, elle s'est solidifiée et a fait augmenter la taille de l'île, l'une des terres les plus récentes sur la planète. Quand on regarde les images, on comprend mieux l'ampleur des dégâts provoqués par cette éruption. Il y a une épaisse couche de cendres sur le sol. L'éruption volcanique explique l'aspect enneigé du paysage, mais cela n'explique toujours pas l'étrange boule de neige enflammée. Georges Kourounis pense avoir trouvé la réponse. Il existe différentes éruptions volcaniques. Parfois, on a des nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel. Parfois, on a des coulées de lave qui dévalent les pentes. Et parfois, les volcans explosent, projetant des morceaux de roche liquide qui refroidissent au contact de l'air. Ces projectiles sont connus sous le nom de bombes de lave. Ces bombes peuvent être énormes. L'éruption du mont Asama au Japon en 1935 a projeté des bombes de lave de 5 à 6 mètres de diamètre à plus de 600 mètres du cratère. J'ai déjà été témoin de ces bombes de lave volant dans les airs. J'ai été obligé d'aller me mettre à l'abri en urgence. Ça peut être effrayant. Ce qu'on voit ici, c'est une bombe de lave volcanique recouverte d'une couche de cendres claires. C'est ce qui lui donne cet aspect neigeux. Cette bombe de lave a la particularité de former un cercle presque parfait. On dirait un boulet de canon. En volant dans les airs, la roche liquide refroidit sur l'extérieur jusqu'à former une croûte. En touchant le sol, la plupart des bombes éclatent, mais pas celle-ci. Voilà qui pourrait expliquer cette étrange boule de neige, mais reste à savoir comment quelqu'un a pu approcher autant de la zone de l'éruption. J'espère que la personne qui filme porte un casque, parce que si ce rocher a pu arriver jusqu'à elle, il risque d'y en avoir d'autres. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Tout de suite. Dans la province de Krabi, dans le sud de la Thaïlande, le 20 juin 2021. Rendu célèbre par le tournage du James Bond L'homme au pistolet d'or, le littoral de Krabi est réputé pour ses eaux vert émeraude, ses majestueux karstes calcaires et ses superbes plages de sable blanc. Mais pour ce promeneur, cette destination de rêve s'apprête à virer au cauchemar. Un habitant de la région marchait au milieu des rochers quand il a aperçu un étrange blob rose gluant. Comme tout bon scientifique, il le touche à l'aide d'un bâton. L'homme affirme qu'il a même pensé à ramasser l'étrange masse, mais y a finalement renoncé. Ça bouge? Oui. On dirait que c'est vivant. Sous les coups de bâton, le blob iridescent réagit violemment. Son corps semble comme pris de convulsions. Quoi que ce soit, ça a une drôle de couleur rose bonbon. Et ça n'a pas l'air naturel du tout. On dirait un croisement entre le blob et l'étrange créature du lac noir. La couleur est bizarre et ça a l'air visqueux et gluant. C'est vraiment effrayant. Je crois qu'on est tous en train de se demander ce que ça peut bien être. Le biologiste Greg Zolgit a remarqué que la couleur et la forme du blob correspondaient à une masse monstrueuse qui, selon la police, serait tombée sur une ville des États-Unis.
Le 26 septembre 1950, à Philadelphie, 2 agents en patrouille signalent qu'un objet ressemblant à un grand parachute s'est posé dans un champ. Ils se rendent sur les lieux. Les agents expliquent qu'en arrivant sur place, ils découvrent un blob violet de 2 mètres de large. L'un d'eux essaye de le toucher, mais il se dissout sous ses doigts. Ça se propage à toute la structure et en l'espace de 25 minutes, tout s'est évaporé dans les airs. L'origine et la provenance de la masse violette de Philadelphie restent un mystère. Mais l'historienne des sciences Ashanti Davis a découvert que des formes de vie extraterrestres s'écrasant sur notre planète n'étaient pas uniquement du domaine de la science-fiction. Des chercheurs se sont intéressés au fait que les astéroïdes et les comètes pouvaient être à l'origine de la vie sur Terre. Ils défendent la théorie de la panspermie, qui pourrait expliquer l'apparition de la vie sur Terre, mais aussi dans tout l'univers. Les théoriciens de la panspermie, comme Fred Hoyle, ont émis l'hypothèse que les molécules et les acides aminés, autrement dit les éléments constitutifs de la vie, pouvaient voyager d'une planète à l'autre, de même que les organismes vivants. En s'écrasant sur d'autres planètes, les comètes ou météores contenant des formes de vie emprisonnées dans la glace ou la roche les ensemencent. On pourrait penser que si on jetait des petites graines dans l'univers, elles ne survivraient pas aux conditions difficiles dans l'espace. Mais rien n'est moins vrai. La vie trouve toujours un moyen de se reproduire. Étonnamment, des formes de vie capables de survivre dans les profondeurs de l'espace existent déjà sur notre planète. Avez-vous déjà entendu parler du tardigrade? Ces minuscules animaux peuvent survivre au gel, à l'eau bouillante, au dessèchement. Ils entrent dans un état d'arrêt temporaire des fonctions vitales et attendent les conditions adéquates pour revenir à la vie. Le véhicule spatial non habité Photon M3 en 2007. Des scientifiques travaillant avec l'Agence spatiale européenne envoient des tardigrades, également surnommés oursons d'eau, dans l'espace. La majeure partie de la colonie survit miraculeusement au vide, aux rayons cosmiques et aux rayons UV. Si on peut envoyer un animal terrestre dans l'espace sans qu'il meure, alors il est tout à fait possible qu'il existe d'autres animaux dans l'univers capables de survivre à des conditions similaires. Des météores provenant de Mars se sont déjà écrasés sur Terre. En 2021, le rover Perseverance de la NASA explore le cratère Jezero large de 45 km. Il y découvre des fragments de roches martiennes. Certaines d'entre elles présentent des taches violettes. On ignore l'origine de ces étranges taches violettes sur les roches martiennes. Mais peut-être qu'elles pourraient nous renseigner sur la présence de traces de vie sur Mars. Existe-t-il un lien entre ces taches violettes découvertes sur Mars et le blob retrouvé sur une plage de Thaïlande? Le biologiste Leslie Samuel ne croit pas que le blob sur la plage soit un envahisseur martien. Le problème avec cette théorie, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne connaît que des formes de vie microscopiques capables de survivre à de tels voyages dans l'espace. Rien d'aussi gros que ce qu'on a trouvé sur cette plage. En Thaïlande, un promeneur terrifié vient de découvrir un horrible blob violet sur la plage. Ces images sont effrayantes parce qu'on y voit une créature rose bonbon qui n'a rien de naturel. Je n'ai jamais rien vu de tel sur les plages australiennes. L'expert marin Eric Hovland pense que le blob pourrait être un monstre marin inconnu. Nos océans sont vastes. Ils recouvrent les 3/4 de la planète. Ça n'a donc rien de surprenant. Il nous reste encore tant à découvrir, que ce soit le long du littoral ou bien dans les profondes fosses marines. En 2016, des biologistes marins ratissent les fonds océaniques au large des côtes du sud de la Californie. Ils découvrent un blob violet lumineux jusque-là inconnu. Voici un autre blob violet. Mais il ne s'agit pas d'une simple sphère ou d'une bulle. Il semble y avoir plusieurs lobes. On dirait un amalgame de blobs ou bien un cerveau extraterrestre. Les scientifiques ont réussi à prélever cette créature à l'aide d'un petit tuyau et l'ont identifiée.
Il s'agit d'un pleurobranche. Un pleurobranche est une sorte d'escargot sans coquille. Une limace, quoi. Il ne possède pas de squelette reconnaissable, seulement de la peau, des muscles et des organes. Pour Eric Hovland, c'est cette absence de squelette qui pourrait expliquer l'étrange blob retrouvé sur la plage de Thaïlande. De nombreux animaux vivant dans les profondeurs marines perdent toute structure quand on les remonte à la surface, parce que c'est la pression des profondeurs marines qui leur donne leur forme. La couleur rose bonbon pourrait aussi être un indice. Il pourrait s'agir d'une magnifique anémone. Elles sont réputées pour leur couleur rose ou bien violet vif et peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre. Les anémones sont apparentées aux méduses. Comme elles ne possèdent pas de squelette. Elles sont principalement constituées d'eau. Quand on les sort de l'eau et qu'on les pose sur la plage, la gravité reprend le dessus et elles s'écrasent et retombent comme un soufflet. L'anémone magnifique vit entre 1 et 50 mètres de profondeur, accrochée aux récifs ou aux coraux. On la trouve dans tout le bassin Indo-Pacifique. Par endroits, elle forme de gigantesques colonies de prédateurs violets palpitants. Les anémones vivent sur les fonds marins, mais à marée basse, elles peuvent être rejetées sur la côte par le courant. C'est la meilleure hypothèse pour expliquer ce qu'on voit ici. Cet homme a eu raison de la toucher avec un bâton, et non avec ses doigts. Ces anémones sécrètent une neurotoxine capable d'immobiliser leur proie. Mais les jours de cet invertébré au sommet de la chaîne alimentaire sont peut-être bien comptés. Malheureusement, une fois qu'elle a échoué sur la plage, l'anémone a peu de chances de retrouver son habitat naturel. Je suis soulagé qu'il ne s'agisse pas d'une forme de vie extraterrestre, mais c'est triste pour cette anémone. Ça m'embête qu'elle se soit échouée sur la plage, parce que ça va mal finir pour elle. Mais d'un autre côté, le fait de me promener sur une plage paradisiaque et de marcher là-dessus me dégoûte. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Tout de suite. L'Andhra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde. Mai 2021. Une vidéo montre un homme tenant ce qui ressemble à un simple ustensile de cuisine au-dessus d'un feu. On dirait une sorte de cuisine ouverte. Je n'arrive pas vraiment à voir. Il y a un feu et on voit un homme tenir un objet au-dessus des flammes, comme s'il voulait faire cuire quelque chose, mais je ne suis pas sûre. L'homme verse alors le contenu de sa louche quand soudain, l'enfer se déchaîne. Qu'est-ce qu'il vient de verser dessus? Quel incroyable panache de flammes! C'est extraordinaire. On dirait une mini-bombe nucléaire. Le champignon en fusion s'élève jusqu'au plafond, irradiant vers l'extérieur dans un halo de chaleur. Ça a dû être effrayant pour les gens qui se trouvaient à proximité. Quelle énorme boule de feu! D'où elle vient? En Inde, une terrible explosion a été immortalisée par une caméra. Vous parlez d'un cauchemar en cuisine, une vraie catastrophe. L'historienne Kenya Davis Hayes pense que ce champignon atomique pourrait être lié à l'extrême pauvreté qui sévit en Inde. En Inde, de nombreuses familles sont très pauvres. Elles ne possèdent généralement pas d'appareils ménagers modernes et continuent à cuisiner sur la flamme. En Inde, des millions de personnes cuisinent sur des fourneaux traditionnels appelés chala. Rien qu'en 2017, on a recensé plus d'1 600 000 feux d'habitation et près de 30 000 décès liés au feu. Pourrait-il s'agir d'un incident en cuisine qui aurait mal tourné? Mais Jade Lovell ne croit pas à la thèse d'un accident. Ce ne sont pas les accidents domestiques en cuisine qui manquent. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici, parce qu'on peut voir que l'homme verse quelque chose sur les flammes. Ensuite, on voit qu'il recule. Il s'attend très clairement à une réaction. L'historien Tony McMahon pense qu'il pourrait s'agir d'une sorte de cérémonie religieuse indienne.
Il s'agit peut-être d'un rituel védique, comme le Homa ou bien le Yajna. Ce sont des sacrifices pour les dieux. Chaque année, dans l'est de l'Inde, des milliers d'animaux, comme des buffles et des chèvres, sont décapités au cours de cérémonies védiques afin d'apaiser la colère de la déesse hindoue Durga. Les spectateurs se précipitent pour plonger des objets ou même leurs propres mains dans le sang versé, persuadés que ça leur portera chance. Jadis, les sacrifices ne se limitaient pas aux animaux. Jusqu'à la fin du XXe siècle, des sacrifices humains avaient cours dans toute l'Inde. Une étude de l'université du Mizoram en a recensé dans les temples d'Odisha et Kuknur. Les veuves étaient parfois sacrifiées dans des brasiers, comme celui qu'on voit sur la vidéo. La pratique appelée sati n'a été officiellement interdite qu'en 1987. Brûler une femme est un crime épouvantable. Les survivantes en ressortent horriblement défigurées. Mais je ne crois pas que ce soit ce qui se passe dans le cas présent. Personne n'accepterait de filmer un tel crime. Le rituel védique de Homa, décrit par Tony McMahon, utilise le feu comme ouverture vers les cieux. L'hindouisme possède une myriade de dieux, dont Agni, le dieu du feu. La croyance veut que le feu crée une sorte de passerelle entre la terre et les cieux. Et pour activer le passage, il faut procéder à un sacrifice. L'ingénieur Nick Householder fait des recherches sur le rituel de Homa. Il découvre que dans le cas présent, le sacrifice se résume à de simples ingrédients présents dans les foyers indiens. Il s'agit d'un rituel védique classique, au cours duquel on jette du lait, des graines et des céréales sur un feu sacré en guise d'offrande pour les dieux. La question est de savoir comment une simple offrande de nourriture a-t-elle pu provoquer une telle explosion. Nick Householder découvre qu'un autre ingrédient est à l'origine du champignon atomique qu'on voit à l'image. Mes recherches ont montré qu'ils ont utilisé du ghee, une sorte de beurre clarifié qu'ils ont placé dans un récipient au-dessus d'une flamme nue. Ils ont ensuite versé du lait dans le ghee et c'est ce qui a provoqué la formation de cette boule de feu. C'est le même principe que lorsqu'on verse de l'eau dans de l'huile brûlante. L'eau et le lait sont plus denses que l'huile. Ils plongent donc au fond du récipient et se transforment en gaz, faisant exploser le ghee brûlant. D'où cette boule de feu. Le champignon atomique est en fait une colonne de gaz chaud qui se déplace à toute vitesse. En s'élevant, il rencontre de l'air froid, ce qui le ralentit, créant un mouvement circulaire à l'extérieur de la colonne d'air. On a une colonne d'air chaud qui tourbillonne au sommet, créant alors cette forme de champignon caractéristique. Nick Householder semble avoir apaisé le dieu du feu et expliqué cet étrange phénomène. J'adore la cuisine de Bruce sur un foyer ouvert. Mais ceci doit nous rappeler qu'il faut faire très attention avec une flamme nue. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les heures. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Tout de suite. En Malaisie, dans le sud-est asiatique. Mai 2018. Un habitant de cet immeuble a entendu un bruit à l'extérieur du bâtiment. Il décide de filmer la scène. On dirait qu'on est dehors, peut-être dans le hall d'entrée de l'immeuble. On voit une clôture jaune, il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Soudain... C'est pas vrai, elle a surgi de nulle part. Une étrange silhouette féminine se met à grimper le long du pilier. C'est vraiment étrange. On dirait une sorcière qui escalade le mur de manière vraiment effrayante. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait presque un animal. Waouh! La silhouette qui escalade le pilier en béton lisse semble comme possédée. Ces mouvements n'ont pas l'air très naturels. Je trouve ça bizarre, dérangeant. Je regarderai à 2 fois sous mon lit avant de me coucher et je veillerai à bien fermer la porte.
la silhouette finit par atteindre le balcon supérieur. C'est bizarre parce qu'une fois arrivée en haut, au lieu de marcher, on la voit se baisser et se mettre à ramper. Ça fait peur. Je trouve ça terrifiant. En Malaisie, une étrange sorcière a été filmée en train d'escalader la façade d'un immeuble d'habitation. La créature est difficile à identifier. Elle a des cheveux longs et on dirait qu'elle porte une sorte de jupe. J'imagine que les locaux ont tout de suite pensé à une sorcière. En Malaisie, les sorcières meurtrières ne sont pas l'apanage des contes maléfiques. L'historien Tony McMahon a retrouvé un exemple lugubre au cours des années 1990. Une star de la pop malaisienne, Mona Fendi, est devenue obsédée par la magie noire et la sorcellerie. Elle a fondé une académie d'arts martiaux. Mais en plus d'enseigner les rudiments du combat à l'épée à ses élèves, elle leur conseillait aussi de manger de la viande de chien noir, de chat noir et même de corbeau. Certains élèves étaient convaincus qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels. On raconte même qu'elle était capable de sauter par-dessus une barre placée à 6 mètres du sol, entre deux cocotiers. Elle a développé ses dons de sorcellerie et elle est devenue ce que l'on appelle une bomo en Malaisie, une sorte de chamane. Elle a fait entrer ses compétences nouvellement acquises dans les cercles de la haute société. Elle est devenue une sorte de conseillère occulte pour l'élite, en fournissant des incantations et des sorts à jeter. Les Malaisiens sont majoritairement musulmans, mais nombreux sont ceux à croire fermement au hantu, autrement dit, aux esprits et aux démons. Mona a trouvé un public réceptif à sa prétendue sorcellerie. En juillet 1993, Mona a été approchée par un homme politique qui souhaitait utiliser ses talents pour promouvoir sa carrière. Cet homme politique ambitieux s'appelle Mazlan Idriss. On raconte qu'il lui aurait versé 100 000 $. Mona conseille à Mazlan de s'allonger par terre, les yeux fermés, et d'attendre que l'argent et le pouvoir tombent du ciel. À défaut d'argent, c'est une lame de hache qui est tombée, lui tranchant la tête. Cette hache était brandie par un des disciples de Mona, à qui elle avait ordonné de réaliser cet acte de décapitation. Elle a été arrêtée, ainsi que l'homme ayant tenu la hache. Ils ont été jugés et reconnus coupables de meurtre. Tous deux ont été condamnés à mort et pendus en prison en 2001. Ce n'est donc pas Mona Fendi qui grimpe la façade de ce bâtiment, mais peut-être un de ses élèves formés aux arts martiaux, à la magie noire et à la sorcellerie, en passe de commettre un autre meurtre. Mais Jade Lovell n'est pas convaincue que les arts martiaux inspirés par la magie de Mona puissent expliquer ce qu'on voit à l'image. Les arts martiaux qu'on voit dans le film Tigre et Dragon n'ont rien à voir avec la réalité. Quand on regarde les images, la femme semble grimper le mur sans effort. Elle ne tire pas sur ses bras. Elle a l'air d'avoir un moyen de propulsion qui va bien au-delà des arts martiaux. L'anthropologue Deborah Hyde se penche sur les croyances enracinées dans le sud-est asiatique en matière de magie et de surnaturel. Elle pense que cette malheureuse femme cherche à fuir, craignant pour sa vie, victime d'une chasse aux sorcières digne de Salem. Les chasses aux sorcières ont toujours cours. Généralement, elles sont associées au concept de propriété. Des hommes, souvent jeunes et forts, sont mécontents que des femmes plus âgées possèdent un titre de propriété. Ils estiment qu'elles ne l'exploitent pas correctement ou ils aimeraient être ceux qui engrangent les bénéfices. Comme à Salem, des foules s'en prennent à des femmes innocentes sur la base d'accusations montées de toutes pièces. Un récent rapport du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a identifié 41 pays africains et asiatiques où les chasses aux sorcières sont encore monnaie courante. Il arrive que des foules, majoritairement composées d'hommes, s'en prennent à des femmes soupçonnées de sorcellerie et les tuent, elles et leurs familles. En 2000, près de Java, 20 villageoises soupçonnées d'être des sorcières ont été assassinées et pendues à des arbres. Tony McMahon pense que la femme dans la vidéo cherchait à fuir pour sauver sa vie.
Dans certaines situations, la peur hystérique peut donner aux gens une force incroyable. On peut soulever une voiture après un accident de la route afin de libérer quelqu'un coincé dessous, ou bien se précipiter dans un bâtiment en flammes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a donné à cette femme des pouvoirs qu'elle n'a habituellement pas, lui permettant de grimper sans effort cette façade? Nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ignorons qui est cette femme et ce qui lui a permis d'escalader aussi facilement cette façade. Mais nous avons tous notre propre opinion sur la question. En tant que magicien, j'aime rendre l'impossible possible, voire même facile, même si cela nécessite en réalité beaucoup de force, de dextérité ou de pratique. Je pense que dans le cas présent, il s'agit d'une très bonne grimpeuse qui a fait ça depuis des années. C'est ce qui donne cette impression de facilité.